Eh bien, merci beaucoup d'abord à toi, François, pour cette invitation et aux collègues de l'Institut de l'Océan. Donc moi, je suis Stéphanie Ozoubordonaf, je suis maître de conférence à Sorbonne Université dans une UMR qui s'appelle Boréa. Et j'effectue donc mes travaux de recherche à la station marine de Concarneau. Donc moi, je suis biologiste à la base. Je suis spécialiste de la physiologie des mollusques d'une manière générale. Je m'intéresse à des problématiques de physiologie, de réponse au stress et en particulier de réponse au changement climatique avec la problématique de l'acidification des océans sur laquelle je travaille depuis une dizaine d'années. Donc, je vais essayer, parce que bon, je sais que l'attention, à un moment de la journée, commence à baisser. Vous avez eu beaucoup de données déjà toute la matinée. On a eu une matinée très, très passionnante d'ailleurs, mais c'est vrai que ça fait peut-être beaucoup pour des non-spécialistes. Donc, je vais essayer. Je n'ai pas non plus fait un travail de vulgarisation j'ai pas trop eu le temps. Mais bon, je vais essayer de vous rendre la chose la plus digestible possible. Et puis, dans un premier temps, je voudrais donc resituer un petit peu nos travaux dans le contexte du changement global. Alors, je suis un petit peu gênée par cette étiquette-là. Voilà. Le changement global, c'est quelque chose dont vous avez tous entendu parler et qui va regrouper en fait un ensemble de modifications à la fois environnementales et sociétales qui vont avoir des conséquences extrêmement importantes sur les écosystèmes et les populations humaines, de par des activités donc industrielles, les émissions de gaz à effet de serre dont vous avez entendu parler, j'y reviendrai tout à l'heure, la déforestation, l'urbanisation, l'accroissement démographique, qui vont toucher tous les écosystèmes dans tout le globe. Donc c'est pour ça que ça s'appelle global. Et ces changements, donc, vont être accélérés par les activités humaines et on va avoir donc un certain nombre de changements climatiques et environnementaux, parmi lesquels le réchauffement global, l'élévation du niveau des océans, pour n'en citer que quelques-uns. Je vais pas là faire un catalogue exhaustif. La dégradation des écosystèmes, la pollution, l'érosion de la biodiversité et l'acidification des océans, dont on va reparler un petit peu plus en détail tout à l'heure. Alors, ces activités humaines, vous le savez, elles émettent des quantités phénoménales, des quantités croissantes de ce qu'on appelle de gaz à effet de serre. Et le gaz à effet de serre, qui est le plus important en termes d'effet et de quantité émise, c'est le dioxyde de carbone, donc le CO2. Et c'est le principal. Il représente 3/4 des émissions. 3/4 des émissions qui totalisent environ 40 gigatonnes par an, dont 90% sont émises par la combustion des énergies fossiles et environ 10% par la déforestation. Alors, ça fait beaucoup. Et ce CO2, vous le savez, il va être absorbé par différents compartiments. La moitié va se retrouver dans l'atmosphère, à peu près. Et l'autre moitié donc, va se répartir au niveau des puits de carbone que sont la végétation, les sols, pour environ 28%. Et enfin, donc, vous avez le compartiment océanique qui va donc accumuler, absorber environ 25% de ce CO2 atmosphérique. Et donc, ceci va générer un certain nombre de conséquences au niveau de la chimie de l'océan et évidemment au niveau du fonctionnement des écosystèmes et des organismes. Alors, donc, les conséquences de l'augmentation du CO2 atmosphérique, je vous les ai représentées ici sur ces diapos. Elles vont être de deux ordres. Donc, le graphique en haut vous montre la croissance des émissions de CO2 qui ont atteint quand même 417 ppm, un record en décembre 2021.
Et vous voyez que la courbe bleue d'émission du CO2 est parfaitement corrélée à la courbe de l'augmentation des températures avec ces oscillations périodiques que l'on va retrouver, des oscillations annuelles, et qui vont globalement conduire à une augmentation régulière de la température du globe qui s'est réchauffée depuis 1850, depuis le début donc, de la période industrielle, de 1 degré déjà. L'autre phénomène dont on parle parfois un petit peu moins, qui est un petit peu moins connu du grand public en tout cas, c'est l'acidification des océans, et on l'appelle aussi souvent l'autre problème du CO2. Parce que François l'a dit ce matin, il y a un avantage, entre guillemets, un avantage, l'océan va absorber du CO2, donc ça fait ça de moins dans l'atmosphère. Mais par contre, cette quantité importante qui est absorbée par l'océan va avoir des conséquences au niveau de la chimie océanique, avec donc une diminution du pH, et donc ce phénomène d'acidification des océans. Et depuis le début de l'ère industrielle, le pH moyen des océans a diminué de 0,1 unité pour atteindre la valeur de environ 8,1 aujourd'hui. Alors, ça peut vous paraître futile ou de faible ampleur, mais il faut savoir que ces petites, ce que vous pourriez penser être des petites variations, eh bien, ça va avoir des répercussions extrêmement importantes sur le climat d'abord, et puis effectivement sur un certain nombre de réactions et sur le fonctionnement en fait des systèmes écologiques. Je vais vous embêter encore un petit peu avec quelques courbes, parce que c'est bien de remettre un petit peu, je pense, dans le contexte. Et je vais vous montrer, vous en avez entendu parler, ça a été évoqué ce matin, le dernier rapport du GIEC, IPCC en anglais. Ce groupe d'experts, en fait, travaille sur des scénarios, vous le savez, qui ont été divulgués, diffusés au niveau du grand public, et dont on peut se procurer des résumés, parce que c'est quand même des gros rapports avec plusieurs milliers de pages. Donc, ce n'est pas toujours facile à aborder. Et ici, donc, sur cette diapositive, je vous ai mis donc, les différents scénarios relatifs donc, à l'évolution de cette concentration en CO2 et ses conséquences donc, sur l'évolution de la température, donc ici à droite, et sur l'évolution du pH océanique à l'horizon 2100. Les scénarios, alors ils s'appellent SSP maintenant pour Shared Socio-Economic Pathway. Donc, ce sont des trajectoires socio-économiques partagées qui vont prendre un certain nombre de paramètres économiques, justement, et de développement. Donc, les scénarios des experts sont classifiés en fonction, en fait, du niveau des émissions. Vous avez 2 scénarios ici, donc sur les courbes rouges, qui sont des scénarios à forte émission. Et ce sont les scénarios donc, les plus pessimistes et qui vont se traduire par des projections hautes en termes de température pour 2100 et qui vont se traduire en termes de diminution donc, importante du pH de l'eau de mer. Il y a un scénario intermédiaire, c'est le scénario si on arrêtait si on diminuait de manière très très drastique les émissions de CO2 aujourd'hui. On n'en prend pas le chemin malheureusement, et des scénarios à faible émission, donc c'est-à-dire si on arrêtait toutes les émissions, qui permettraient de limiter le réchauffement à 1,5 degré à l'horizon 2100. Donc, ces projections, elles sont extrêmement intéressantes. Elles ont un côté aussi un petit peu alarmant parce que pour 2100, en gros, au niveau de la température, on est sur une fourchette en fonction des scénarios d'élévation de la température entre 1,4 et 4,4 degrés. Et pour le pH, on est sur une fourchette de moins 0,16 à moins 0,44 unités. Donc, on travaille, nous, les scientifiques, on se base sur ces projections, sur ces scénarios pour ajuster les conditions expérimentales dans nos labos quand on fait des travaux expérimentaux. Donc, quelles sont les conséquences donc, au niveau de l'océan et des organismes ?
Eh bien, ici, sur ce diagramme, donc, vous avez un résumé donc, de ce que je viens de vous dire. L'absorption du CO2, en fait, va avoir des répercussions au niveau d'un certain nombre de réactions chimiques que je ne vais pas vous détailler, bien sûr, aujourd'hui, qui vont conduire, j'en ai parlé déjà, à l'augmentation des ions, donc hydrogène H+. Ça, c'est la diminution donc, du pH, c'est la cause de la diminution du pH, donc l'acidification des océans. Et d'autre part, cette absorption du CO2 va influencer aussi la concentration en ions carbonates. Les ions carbonates, on en a parlé un petit peu ce matin, c'est les ions CO3-, qui vont être excessivement importants pour un certain nombre d'organismes qui vont former des squelettes calcaires. Puisque c'est un ion qui va interagir avec un autre ion que vous connaissez, qui est le calcium, pour former donc le carbonate de calcium, CaCO3-. Donc cette diminution des carbonates, plus un autre phénomène qui est la diminution de l'état de saturation du carbonate de calcium, vont entraîner donc des perturbations dans la calcification. Donc ces deux phénomènes, l'acidification ici, plus la diminution des carbonates de l'eau de mer, pourraient directement nuire aux organismes qui utilisent donc ce carbonate de calcium pour former leur squelette. Voilà, donc je vais en guise d'introduction, vous montrer un petit peu des travaux. Ça fait déjà plus de 20 ans que la communauté scientifique travaille sur ces problématiques parce que le phénomène ne date pas d'hier. Et il y a déjà un certain nombre de travaux qui ont été réalisés chez plusieurs groupes animaux, chez les coraux que vous connaissez. On parle beaucoup du blanchiment des coraux, des effets de la température, et le pH également a un effet sur ces animaux. Les échinodermes dont on a entendu parler ce matin, et les mollusques, qui sont les principaux groupes d'animaux calcifiants. Mais bon, il n'y a pas que, il y a aussi des organismes du plancton qui sont extrêmement importants puisque situés à la base de la chaîne alimentaire. Mais ces travaux, en fait, ont montré majoritairement des effets négatifs, comme vous le voyez sur le diagramme à gauche, sur les organismes et en particulier sur les processus de calcification. Il y a des fonctions essentielles des organismes qui vont être touchés par l'acidification. Ça va être la calcification en priorité et également le développement et la croissance. Et ces effets peuvent être observés également à différents stades du cycle de vie. On a Laure qui nous a montré ce matin donc les jeunes stades du développement de la sèche. Eh bien, ces perturbations liées à l'acidification océanique peuvent toucher les animaux, soit au niveau de la reproduction, au niveau des stades que l'on appelle donc larvaires ou juvéniles, soit au niveau des adultes. Donc, ça peut déclencher et engendrer des difficultés donc, à accomplir son cycle de vie normalement. Alors, les mollusques, on en a parlé un petit peu ce matin, donc moi, c'est un petit peu mon groupe de prédilection, donc je vais vous en parler un petit peu plus en détail cet après-midi. Eh bien, pourquoi ces animaux sont particulièrement vulnérables à l'acidification? Alors, AO, sur mes diapos, c'est acidification océanique. Voilà, pour préciser les choses. Pourquoi les mollusques sont particulièrement vulnérables? Eh bien, d'une part, ils ont cette coquille en carbonate de calcium dont je vous ai parlé, en calcaire, si on peut dire, qui va être très sensible à la dissolution, on l'a vu. Et puis, ces animaux ont également des capacités limitées de régulation acide-base, ou si vous voulez, de régulation de leur teneur en ions, ce qui fait que des changements ioniques dans leur environnement vont être susceptibles d'engendrer des perturbations au niveau de la communication, de la physiologie des cellules. Donc, il y a eu beaucoup de travaux qui ont été réalisés déjà chez les mollusques, et en particulier chez les bivalves. Les bivalves, on va trouver les huîtres et les moules. Ce sont des espèces commerciales qui sont exploitées pour l'aquaculture, donc ça explique aussi pourquoi il y a beaucoup de travaux, il y a derrière des impacts excessivement importants. Et les travaux antérieurs ont montré à nouveau sur ces animaux que la croissance et la calcification de la coquille étaient les fonctions donc les plus touchées. Récemment, l'acidification océanique a été identifiée comme un facteur très très important
de mortalité dans des exploitations d'huîtres au nord-ouest des États-Unis. Donc, c'est un facteur déjà qui, sur le terrain, dans les élevages, touche les productions et entraîne des mortalités importantes. Donc, comme voilà, je vous le disais, comme il y a chez les mollusques beaucoup d'espèces d'intérêt économique en aquaculture, il est excessivement important de pouvoir évaluer les impacts et éventuellement d'anticiper donc ces changements, ces réponses, ces mortalités, et pouvoir éventuellement adapter les pratiques aquacoles. Voilà, donc ça, c'était une petite mise en matière. Et maintenant, je vais vous parler donc plus spécifiquement de notre modèle. Donc, c'est un mollusque. Alors là, on n'est pas chez les bivalves, une coquille avec 2 valves articulées. Ici, on est chez un gastéropode. C'est la même famille que les escargots, les bulots, pour ceux qui connaissent. Et cet animal s'appelle Aliotis. Aliotis, ça vient du grec. Alios, c'est la mer. Otis, l'oreille. On l'appelle aussi plus communément l'oreille de mer. Donc, il a une coquille en forme d'oreille qui est très caractéristique, qui va être tapissée de nacre à l'intérieur. Alors, la nacre, c'est une forme de carbonate de calcium, mais l'arrangement des cristaux est un petit peu différent des autres couches et elle provoque justement donc, ces irisations toutes particulières et spécifiques à ces animaux. Et c'est très, on parlait de beau ce matin, ça c'est très beau aussi, et on verra qu'il y a aussi des applications à cette nacre. Cet animal, en fait, vit en zone intertidale, donc zone de balancement des marées, là, en zone côtière, dans les anfractuosités rocheuses, et il se nourrit de macroalgues. C'est un herbivore. Et c'est un animal qui est très, très recherché pour sa chair comestible. Donc, en Bretagne, la Bretagne est le berceau de cet ormeau, en tout cas de l'espèce européenne, évidemment. Et il fait l'objet d'une intense pêche à pied et d'une pêche professionnelle également. Et son aquaculture se développe depuis une quinzaine d'années maintenant. Et donc, je vais vous montrer tout à l'heure quelques exemples. Donc ça, c'est pour l'espèce européenne. Les ormeaux sont très répandus. Il y a plus de 50 espèces à travers le monde qui font l'objet d'aquaculture pour certaines espèces. Une trentaine d'espèces sont exploitées en aquaculture. Et on a constaté dans plusieurs zones du monde, que ce soit en Amérique du Nord ou en Asie ou en Afrique du Sud, un déclin des populations naturelles, un déclin donc lié à la dégradation de l'habitat, un déclin lié à la surpêche. Et notre espèce, nous ici, donc Aliotis tuberculata, elle n'échappe pas à la règle. Et il y a également dans les populations d'ormeaux européens des mortalités massives dont je vais vous parler et qui vont influencer donc le devenir des populations. Donc notre modèle pour nos travaux, en fait, on a la chance de travailler avec un spécialiste, un professionnel de l'aquaculture qui fait de l'élevage ici en Finistère Nord, en Bretagne, qui a monté un élevage en 2004 maintenant, donc ça fait un petit moment, qui produit, donc qui maîtrise tous les stades en fait du développement de cet animal et qui produit des ormeaux juvéniles pour l'alimentation. Donc, c'est un mets, c'est un comestible très recherché, je vous le disais. Et donc, cette entreprise d'aquaculture va fournir principalement des restaurants étoilés. C'est un produit de luxe qui se vend assez cher d'ailleurs. Et comme tout produit de luxe est très, très recherché, évidemment, il va faire aussi l'objet de braconnage. Donc, ça, c'est un peu la boîte noire qui est un petit peu difficile à quantifier. Je vous parlais de coquilles et de biominéralisation. Et ben, cette coquille nacrée va faire l'objet également d'un certain nombre d'applications, en particulier en joaillerie, des utilisations. C'est un très beau matériau. On peut faire des petits bijoux avec, des petites boîtes, de la marqueterie, des petits archets, des petites pièces pour des instruments de musique, des choses comme ça.
Et au niveau des pressions, on a parlé de pression, c'est le sujet un petit peu aujourd'hui, hein, de pression environnementale, eh bien les populations d'ormeaux européennes aussi souffrent de la surpêche, de la dégradation de leur habitat. Régulièrement, on observe, en particulier en fin d'été, l'émergence de pathogènes, donc des maladies qui vont causer des mortalités dans les populations naturelles. Ceci en lien, ça a été mis en lien avec le réchauffement climatique dans les régions en fait. Ici pour la Bretagne, mais c'est valable aussi pour d'autres régions du monde, où la température augmente, eh bien vous allez avoir ça va faciliter l'émergence de parasites ou de virus en particulier, et qui vont décimer les populations par endroits. Donc naturellement, avec notre collègue aquaculteur avec qui on travaille depuis un certain temps, on s'est interrogé sur les effets de l'acidification océanique, et donc on a développé ensemble un certain nombre de projets depuis 10 ans. Ça fait 10 ans qu'on travaille sur cette thématique pour essayer de comprendre quels seront comment l'ormeau réagit à ce stress environnemental, et éventuellement quelles solutions nous pouvions apporter aux aquaculteurs et aux gestionnaires éventuellement de l'environnement. Voilà, donc là, on va rentrer, si je me permets, on va rentrer un petit peu dans le dur. Donc voilà, je vais essayer de simplifier un petit peu parce que voilà, vous n'êtes pas biologiste et des fois, c'est peut-être un petit peu ardu pour vous à assimiler toutes ces données nouvelles. Notre ormeau. Alors, cet animal, il a un cycle de vie qui est composé de 2 grandes phases. Il a une phase que l'on appelle une phase larvaire, planctonique, donc en pleine eau. Au moment juste après la reproduction, vous allez avoir éclosion d'une petite larve, là, cette petite sphère là que vous voyez, qui fait à peu près 1/10 de millimètre de long, c'est tout petit. Et ça évolue par milliers dans la colonne d'eau. Et elle va se développer progressivement, elle va acquérir des yeux, des petits organes, etc. Et elle va, à un moment de sa vie, quand elle va être prête, au bout de quelques jours, chez l'ormeau, c'est très rapide, en fait, la phase en pleine eau de cet animal. Et elle va tomber sur le fond, en général attirée par des substances chimiques qui vont être émises par les adultes ou par le substrat. Et elle va accomplir ce qu'on appelle sa métamorphose. Donc là, il va y avoir un changement extrêmement drastique de l'organisation du corps, du fonctionnement physiologique. Et elle va petit à petit donner un petit individu juvénile qui va grandir, commencer à se nourrir d'abord de microalgues, et puis acquérir donc cette très belle coquille ornementée qui va caractériser donc les adultes. En milieu naturel, la maturité sexuelle des ormeaux est acquise à environ 4 ans. Il y a des mâles et des femelles et qui vont émettre leurs gamètes en période donc, de reproduction. C'est en général au printemps, quand la température de l'eau augmente. Les gamètes vont être émis dans l'eau, et donc là, le cycle est bouclé. Donc nous, quand on a démarré ces travaux avec notre collègue aquaculteur, notre premier objectif, c'était d'étudier les effets de l'acidification sur les jeunes stades. Alors pourquoi les jeunes stades? Parce que déjà dans la littérature, il a été montré que les stades jeunes, les larves et les juvéniles, qui sont donc en pleine évolution, en pleine croissance, sont souvent les stades les plus vulnérables au moment dans le cycle biologique de l'animal. Donc, on a mis en place plusieurs expérimentations. Une première expérimentation qui a concerné exclusivement les stades larvaires, et une deuxième expérimentation, voire même une troisième, mais vous inquiétez pas, je ne vais pas vous les présenter toutes, qui a concerné donc des juvéniles d'âge différents, pour voir s'il y avait donc en conditions de stress, donc en diminuant expérimentalement le pH, je vais vous expliquer comment on a fait en laboratoire. Ceci donc dans le cadre d'une coopération scientifique, avec évidemment en collaboration avec plusieurs collègues de l'Université de Brest, de la station biologique de Roscoff, de l'Université libre de Bruxelles, et avec donc France Halieutis, je n'ai pas cité son nom, l'entreprise aquacole qui nous fournit donc évidemment les animaux, mais qui nous fournit également les infrastructures. Il y a des expériences qui ont été faites sur place directement, et qui apporte aussi son expertise zootechnique, puisqu'il a une très bonne expérience et connaissance du cycle de ces animaux.
Alors, très brièvement, le système expérimental, hein, parce que c'est pour vous peut-être un petit peu trop détaillé. Mais en gros, on a mis en place des bassins alimentés en eau de mer. Nous avons injecté du CO2. Voilà, les scientifiques s'amusent à injecter du CO2 dans des bassins. Et ce CO2 permet de diminuer donc le pH et d'atteindre le pH voulu. Bien entendu, nous nous sommes calés sur les projections du GIEC pour 2100. Donc, la première expérience qu'on avait fait, on avait fait une gamme de 8,1 à 7,6. Donc, ça fait un écart de moins 0,5 pour le pH le plus faible, le plus acide, entre guillemets. Et puis, ces bassins où étaient régulées les conditions de pH et de température, puisque effectivement, la température est un paramètre important, alimentaient donc des bassins expérimentaux dans lesquels nous avions mis les petites larves ou les petits juvéniles. Et donc, nous avons, dans cette première expérience, prélevé donc, les petites larves d'ormeaux à différents stades de leur développement. Pendant les 5 jours de leur durée de vie larvaire, elles étaient dans des grands bassins en écloserie. Et nous avons regardé un certain nombre de paramètres biologiques, la viabilité, le développement, la formation de la coquille, etc. Qu'est-ce que nous avons constaté? Eh bien, nous avons mis en évidence une diminution importante de la viabilité de ces animaux avec la diminution du pH. Et d'autre part, nous avons mis en évidence, vous le voyez sur ces petites photos-là, ici vous avez des animaux dans des conditions témoins, avec une forme tout à fait régulière et homogène, relativement ovoïde, des organes qui sont développés normalement, une coquille qui est tout à fait homogène et relativement lisse. Et quand elles sont exposées à un pH plus acide, donc à moins 0,5 unités, eh bien, on observe des anomalies du développement, des déformations, des malformations de la coquille. Donc, on a regardé, effectivement, c'est un petit peu le domaine d'expertise de notre laboratoire, c'est les biominéralisations et comment se forment les coquilles. On est allé voir un petit peu comment était formée cette coquille au cours du temps et on a observé donc des retards dans la formation de la coquille, toujours au pH le plus faible, et également une réduction significative de la calcification grâce à des méthodes de microscopie qui nous ont permis d'évaluer en fait le degré de formation du carbonate de calcium dans ces coquilles. Donc, ces expériences, bon, même si elles étaient ciblées sur un seul stade et avec une diminution, on a essayé quand même d'être assez même si ce n'est pas toujours facile d'être proche des conditions naturelles, on a essayé d'appliquer une diminution progressive. Mais vous imaginez bien que sur 5 jours, on a quand même une petite photographie de l'ensemble des choses qui peuvent se produire en milieu naturel. Mais ça nous donnait déjà des indications sur les réponses de cet animal à ces stades très jeunes. Parmi les autres expériences qu'on a fait, on a travaillé également sur des petits juvéniles. Alors là, vous avez un juvénile qui fait une dizaine de millimètres et qui montre, donc ça, on voit la face externe ici de la coquille, qui montre une transition là au niveau de sa coloration, transition qui correspond en fait à un changement de régime alimentaire. Je vous ai dit que ces animaux mangeaient des algues, donc on a pu marquer le début de notre expérience en fait en changeant le régime alimentaire et en passant d'un régime plutôt algues vertes à ici un régime plutôt algues rouges. Et ça, c'est la nouvelle coquille qui s'est formée pendant l'expérimentation. Donc, ça nous a servi en fait de marqueur, puis ça nous a permis d'évaluer aussi la nouvelle coquille formée. Donc, même principe, on a exposé ces animaux, donc là un petit peu plus longtemps, pendant 3 mois, à 4 conditions de pH, et on a prélevé les animaux à différentes périodes au cours de l'expérience. Donc, on a pu montrer à travers cette expérience une diminution de la longueur de la coquille, toujours au pH le plus faible, au pH 7,6, donc moins 0,5, une diminution de moins 0,5 unité pH. Nous avons montré également une réduction du poids total donc, de la coquille, cette fois, et une diminution grâce à une collaboration avec un collègue qui travaille à l'Université de Bruxelles. Nous avons fait des tests, un peu, c'est des sortes de crash tests en fait. On a un banc de force et on dispose les coquilles en dessous et on mesure la force nécessaire pour obtenir une première fracture. Donc, on a montré que cette force était diminuée significativement
chez les animaux, donc chez les coquilles des animaux qui avaient été élevés dans les conditions de pH les plus faibles. Donc une coquille qui est moins consistante, hein, moins de matière, et une coquille qui est plus fragile et moins résistante, donc moins résistante à la fracture. Donc ces observations ont pu être confirmées par des observations microscopiques. On utilise au laboratoire donc, de la microscopie optique, un microscope simple, droit que vous connaissez, mais également on utilise un microscope électronique à balayage qui vont nous permettre d'avoir un niveau de résolution beaucoup plus important. Et là, on a pu observer que ce soit sur la surface externe ou sur la surface interne nacrée, des perturbations avec une corrosion de la surface externe ici de la coquille chez les animaux au pH le plus faible, et également au niveau des tablettes. Alors je vous montrerai tout à l'heure un petit peu en détail comment ça grandit, ces petites tablettes de nacre. Ça, c'est les petites plaquettes là que vous voyez, elles sont vues de l'extérieur en fait. Hein. Ce sont des petites tablettes d'aragonite, donc des cristaux hein, qui vont pousser comme ça en colonne. Et lorsqu'ils sont exposés donc à des conditions d'acidification, ben, ces tablettes ont des contours extrêmement irréguliers et des tailles qui sont très très réduites. Donc l'acidification a certainement, d'après nos observations, un effet direct sur cette coquille en carbonate de calcium hein, via un phénomène tout simple de dissolution. Et également, on pense aussi qu'il y a des effets indirects via des voies métaboliques un petit peu plus complexes hein, que je vais pas vous détailler aujourd'hui, évidemment. Donc voilà, on avait déjà, avec ces expériences, une première bonne idée, je dirais, des effets sur les stades précoces. Hein, et ça nous a permis de montrer que les stades très jeunes de l'ormeau, les larves et les juvéniles, étaient très sensibles à l'acidification océanique. Mais bon, comme je vous l'ai dit, on avait fait voilà, des expériences assez ponctuelles hein, sur une période du cycle, un stade, avec une période de temps assez courte. Donc, on s'est demandé naturellement quels seraient les effets donc, de cette acidification sur les adultes, et en particulier sur la reproduction, et en particulier donc, sur la descendance de ces adultes qui seraient déjà exposés à l'acidification océanique. Donc là, on a monté une expérience sur du plus long terme. Donc, ça a été un petit peu lourd d'un point de vue expérimental et puis d'un point de vue humain et recherche également. Il y a eu beaucoup de monde qui a travaillé sur ce projet parce que ça a duré un an, en fait. Ça a duré un an puisqu'on a exposé, en fait, nos animaux pendant toute la durée d'un cycle. C'est-à-dire qu'on a exposé les adultes pendant la période de reproduction, ça a duré plus de 5 mois. Et puis, on a continué pendant la période donc, du développement larvaire, métamorphose et croissance des juvéniles. On a continué à exposer les animaux dans les mêmes conditions de pH, de façon à avoir une vision et des réponses biologiques sur l'ensemble du cycle de vie de l'orme. Alors, bon, je vais vous passer très rapidement le système expérimental. On a testé, là, cette fois, on a réduit le nombre de pH. On a testé 2 pH. 2 scénarios en fait 2100, enfin un scénario actuel et un scénario 2100. Et on a choisi de faire un plus grand nombre de réplicas pour avoir une meilleure robustesse d'un point de vue statistique de nos résultats. On a utilisé ce qu'on appelle donc cette approche, c'est ce qu'on appelle une approche trans ou intergénérationnelle. Donc au cours là il y a en l'occurrence une génération, hein, la première descendance qui a été suivie. C'est un animal qui grandit très très lentement, donc c'est un petit peu difficile de suivre plusieurs générations. Et on a utilisé également une approche qu'on appelle multiparamètres, c'est-à-dire qu'on est allé regarder un certain nombre de descripteurs de comportement, de métabolisme, la reproduction, la descendance bien sûr, et également, comme c'est un peu notre spécialité au labo, un certain nombre de paramètres qui concernent donc la croissance et la biominéralisation. Donc la petite coquille d'ormeau, je vous l'ai remise ici. Hein, je vous ai dit qu'elle était composée majoritairement de carbonate de calcium. Et ces petites
tablettes, ces minéraux de carbonate de calcium, on appelle ça des biominéraux, parce qu'il n'y a pas que du carbonate de calcium en fait, dans une coquille, il y a également de la matière organique. Il va y avoir des molécules organiques qui vont constituer une petite proportion, mais qui vont être extrêmement importantes, puisqu'elles vont constituer un petit peu le ciment. Elles vont permettre de coller, de solidariser entre les cristaux. Et c'est ces molécules organiques, c'est cet assemblage, en fait, entre les molécules organiques et le carbonate de calcium qui va produire ce qu'on appelle la coquille d'un mollusque. Hein, on appelle ça aussi un biominéral. Et donc, cette association va conférer en fait à cette coquille une solidité, une résistance extrêmement importante. Et on parlait de biomimétisme ce matin. La coquille d'ormeau également inspire aussi beaucoup de laboratoires de physique en raison de ses propriétés extraordinaires de résistance. Bref, tout ça pour vous dire que voilà, les petites plaquettes que je vous montrais, la photo de microscopie électronique à balayage tout à l'heure, hein, ça vous montrait donc vu du dessus ces petites tablettes d'aragonite hein, qui sont donc séparées les unes des autres par des réseaux très très fins, hein, très très petits, hein, micro voire à micro-échelle voire à nano-échelle, et qui vont donc permettre de produire et donc de donner cet éclat extraordinaire. Donc on a des méthodes hein, spécifiques pour étudier ces biominéralisations et on va combiner des méthodes de microscopie, donc comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, hein, microscopie électronique ou microscopie photonique, et des méthodes de biomécanique. Et là, on va travailler donc soit sur les coquilles entières, comme je vous ai montré tout à l'heure, soit sur des coupes. On va faire des coupes à la scie, hein, tout simplement. Donc ça peut être des coupes transversales, des coupes longitudinales qui vont nous permettre d'accéder en fait à la tranche et donc à l'empilement. Vous voyez ici donc sur cette image, vous avez les différentes couches de la coquille avec la nacre ici, la couche externe minéralisée et la couche de surface qui est très très fine, hein, qui est une couche organique. Donc en faisant des coupes dans ces coquilles, on va pouvoir accéder donc à son épaisseur, à sa composition, et on va pouvoir en étudier donc les propriétés, par exemple d'élasticité, de dureté, etc., en fonction des conditions expérimentales que l'on a appliquées. Voilà, donc on a utilisé l'ensemble de ces méthodes. Je vais vous présenter juste quelques petits résultats qui concernent la coquille, hein, puisque voilà, c'est la minéralisation, ça va être la fonction qui va être la plus impactée par le changement des conditions environnementales, on va le voir. Donc, on a regardé tout simplement la longueur, hein, on a mesuré la longueur des coquilles au fur et à mesure de l'expérience et on a constaté qu'il y avait une réduction très significative de la longueur de cette coquille chez les ormeaux exposés au pH le plus faible au bout de 5 mois. Hein, c'est la petite étoile là. Hein. Au bout de 5 mois, il n'y a pas de différence avant, mais au bout de 5 mois, parce que ça croît très très lentement, là on commence à voir des différences entre les deux groupes. On a regardé, comme tout à l'heure sur les juvéniles, on a regardé la face externe de la coquille. Donc déjà, à l'œil nu, on voit une décoloration de cette coquille, hein, qui est liée probablement à un effet sur la pigmentation. Et on a également, grâce aux techniques de microscopie électronique et de biomécanique, constaté une érosion du périostrate, une dégradation donc, de cette couche externe. Hein, ça fait des feuillets qui se détachent, hein, ça fait des lames hein, qui s'effeuillent. Et cette couche, on a pu montrer que son épaisseur était réduite. Or, cette couche externe, c'est valable pour tous les mollusques, en fait, hein, cette couche externe qui est très, très fine, eh bien, elle a un rôle très, très important parce qu'elle va protéger, en fait, les autres couches de la coquille. Et donc, cette coquille chez les mollusques est excessivement importante pour la biologie et l'écologie de l'espèce, hein, puisqu'elle va permettre aux animaux de se protéger, en particulier des prédateurs, mais également des conditions environnementales. Alors, au niveau de la nacre, puis après, je vais arrêter avec les résultats. Au niveau de la nacre, eh bien, on a observé, donc ça, c'est des photos de microscopie électronique à balayage, hein, chez les animaux soumis au pH le plus faible, donc à pH 7,7, hein, une dissolution partielle hein, de la surface nacrée. Vous voyez ici les petits grains là. Et lorsqu'on regarde donc en coupe les tablettes, donc ça, ce sont des tablettes de nacre qui sont observées ici en coupe transversale. Alors, une tablette de nacre, hein, ça fait quelques micromètres. Donc, un millième de millimètre, c'est tout petit, petit. Et donc, l'épaisseur, c'est, vous voyez l'échelle ici, hein, la barre d'échelle, c'est 2 microns. Donc, c'est vraiment tout petit.
Donc, on accède à un niveau de détail extrêmement important. Et chez les animaux qui ont été soumis au pH le plus faible, vous pouvez voir qu'il y a un changement d'organisation, une espèce de tassement, et puis de la porosité. On voit des micro-trous qui se forment au niveau de cette nacre, donc une altération à nouveau de ces tablettes d'aragonite. Pour compléter le tableau, on est allé voir la résistance à la fracture, à nouveau, chez ces adultes, cette fois, au bout de 4 mois d'exposition. Et on a constaté également une réduction de la force de fracture et également une diminution des propriétés d'élasticité et de dureté. C'est-à-dire que la coquille est toujours là, mais elle est dégradée, elle résiste moins bien à la fracture et elle est moins élastique et elle est moins dure. Donc la coquille est plus fragile, donc, ce qui risque de poser des problèmes aux animaux en milieu naturel qui vont se trouver donc plus vulnérables face à ces changements. Donc voilà, ça c'est l'ensemble des paramètres, c'est un petit résumé, c'est un petit peu rébarbatif peut-être pour vous, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a un certain nombre de fonctions chez les ormeaux que l'on a étudiées qui ne sont pas affectées par la réduction du pH, le comportement, le métabolisme, la reproduction, apparemment ne sont pas affectés par la réduction du pH. Mais par contre, on a des effets importants sur le pH interne de l'animal et la calcification de la coquille. Donc, dernier volet des résultats de recherche, c'est la descendance. Quels sont les effets donc, sur les descendants de ces adultes? Donc, on a suivi donc, les larves et les juvéniles en se disant peut-être que les parents ayant été déjà acclimatés, on va avoir des effets moindres peut-être chez les petits. On a regardé au niveau de la morphologie et du développement, on a regardé les larves. Et on a constaté des anomalies du même type que ce que je vous ai décrit tout à l'heure sur les manipes qui étaient un petit peu plus ciblées, à savoir des malformations, des retards de développement et une réduction de la calcification. Donc, ces travaux, en fait, nous ont permis de confirmer la vulnérabilité des stades précoces de l'hormone. Et également, chez les petits juvéniles, donc on a suivi les juvéniles jusqu'à entre 5 et 6 mois, on a fait des prélèvements à 2 mois et à 5 mois et demi, et on a constaté également une diminution donc, de la survie et de la longueur pour les animaux de 2 mois, et une diminution du poids et de la longueur de la coquille chez les animaux les plus âgés. Donc, il y a une partie de ces travaux qui ont été publiés. Ça, on est en train d'y travailler, on est en train d'analyser tous ces résultats. Voilà, donc en résumé, tous nos travaux là, sur les ormeaux, l'ensemble de nos travaux nous ont permis en fait de montrer les principaux effets de l'acidification donc, sur le cycle complet de l'animal, comme vous l'avez vu. Et donc, nous avons pu montrer que, donc là, vous avez une gamme croissante d'effets, pas d'effets en jaune, pas d'effets significatifs, des effets limités en rose et des effets négatifs prononcés en rouge. Et on a effectivement des effets drastiques sur la survie, la croissance, le pH interne, la calcification des animaux, et ce, à tous les stades du cycle de vie, excepté sur les gamètes et les œufs. Sur les gamètes et les œufs, on n'a pas vu d'effet significatif. Donc, tout ça, évidemment, nous préoccupe parce qu'une diminution, là, on est sur 0,3 unités dans les dernières expérimentations qu'on a faites. Donc, on est un peu en deçà des projections pour 2100. On risque d'atteindre des diminutions encore plus importantes que ça. Une diminution, une inhibition, je dirais, de la croissance et une inhibition de la coquille, ça peut produire en milieu naturel ça peut entraîner des conséquences importantes en termes de survie larvaire et de recrutement. Le recrutement, c'est quand les animaux vont se fixer sur les fonds marins pour se métamorphoser et redonner une population, contribuer en fait au développement des populations sauvages. Donc si le recrutement diminue et que d'autre part on a une coquille plus fragile et donc des animaux plus vulnérables face au stress, acidification, et également ça les rendra plus vulnérables face aux prédateurs, il y a un risque d'avoir des conséquences sur les populations naturelles ou les populations d'aquaculture. Alors, ces travaux nous permettent de donner
d'apporter des données nouvelles et puis aussi d'aider et de contribuer à des solutions pour l'aquaculture. En aquaculture, on peut proposer des solutions concrètes aux professionnels qui peuvent adapter éventuellement leurs pratiques d'élevage, contrôler le pH dans les bassins, de nurserie en particulier. Donc, en aquaculture, je pense qu'il y a des solutions. Pour les populations naturelles, c'est un petit peu plus compliqué, mais ce genre de travaux peut permettre d'élaborer des nouveaux outils, en tout cas de contribuer à élaborer des nouveaux outils pour aider à la gestion des populations naturelles, donc déjà émettre des recommandations sur les quotas de prélèvement, et puis éventuellement aussi stimuler des programmes de réimplantation. Là, actuellement, j'ai une collègue qui travaille dans le Finistère Nord là, et qui travaille sur des problématiques de réimplantation de juvéniles en milieu naturel, dans des zones qui ont été justement dépeuplées par des maladies, l'élévation de la température, etc. Donc ça, c'est des solutions sur lesquelles on travaille. En conclusion, parce que voilà, je crois qu'il est temps que je m'arrête. Donc, je vous l'ai montré, mais il n'y a pas que sur leurs mots. Il y a plein de données de la littérature sur d'autres groupes animaux qui ont montré que l'acidification des océans, c'est une réalité. C'est un processus mesurable. Donc, on a vraiment des données concrètes de chimie océanique, de mesures de pH, de carbonate, etc. Et comme je vous l'ai montré, on a aussi des effets qui sont déjà observés sur de nombreux organismes, que ce soit in situ ou en laboratoire, avec donc ces mortalités et ces effets biologiques que je vous ai montrés. Alors, pour répondre à ma question initiale, les ormeaux pourront-ils faire face à l'acidification des océans ? J'ai envie de vous faire une réponse de Normande, parce que ce n'est pas évident. C'est pas évident de répondre à la question, parce que c'est très difficile de prédire sur le long terme ce qui va se passer. Mais il est possible, il y a des adaptations qui sont possibles, par exemple via la sélection d'individus résistants, mais ceci est dépendant d'un certain nombre de facteurs. D'une part, l'amplitude des variations locales de pH et de température. Nous, on travaille sur des scénarios moyens de pH moyen de la surface océanique, mais il faut savoir qu'en zone côtière, en zone littorale, on va avoir des variations beaucoup plus importantes, puisque c'est une zone d'interface qui est extrêmement vulnérable et qui subit aussi des apports continentaux. Donc, on va avoir des amplitudes beaucoup plus importantes. Après, on va avoir d'autres facteurs comme la qualité du milieu, la pollution, la présence de ressources alimentaires. Un ormeau bien nourri va pouvoir résister plus facilement à un stress d'acidification. Par contre, un ormeau qui va être en état de jeûne ou qui va avoir des ressources limitées, ça va être plus compliqué. Et puis, il y a ces problématiques de prédation dont je vous parlais. Si les animaux sont fragilisés du fait de leur coquille, qui est plus molle ou qui est moins bien développée, moins dure, eh bien, ils vont être plus vulnérables à des prédateurs. Et on l'a vu ce matin, nos collègues nous ont parlé des céphalopodes, par exemple, qui sont friands d'ormeaux. Si on a d'un côté une espèce prédatrice qui se développe liée à des problématiques de température, des conditions de température favorables, eh bien, on va avoir une pression plus importante sur ces animaux-là. Et puis, évidemment, il y a la pression de pêche, etc. Donc, actuellement, on se pose, donc, évidemment, dans la communauté de l'ormeau, j'allais dire, et de l'acidification, un certain nombre de questions par rapport à nos approches. Et il est important pour nous, scientifiques, de coller au plus près de la réalité. Alors, c'est difficile parce que, vous l'avez vu, il y a beaucoup de facteurs en milieu naturel qui vont influencer le développement et les réponses des organismes. Donc, on ne peut pas prendre en compte tous les facteurs en laboratoire, c'est impossible. Mais on essaie tout de même de développer des approches qu'on appelle multi-espèces, avec la prise en compte des interactions, donc l'ormeau avec ses algues ou l'ormeau avec ses prédateurs. Et on essaye évidemment de prendre en compte aussi les effets de plusieurs facteurs de stress. Parce que là, j'ai parlé de l'acidification océanique, mais vous le savez certainement, le pH et les variations du pH vont être extrêmement dépendantes de la température, qui est évidemment une problématique très sérieuse. Donc, on essaye dans nos expérimentations, dans nos projets actuels, de combiner les deux facteurs de stress. Et en plus d'intégrer les variations journalières et saisonnières. Donc, ça fait beaucoup de boulot aussi sur le terrain et au labo. Et puis là, on explore là dernièrement dans nos projets, on essaye, puis ça fait partie aussi des recommandations du GIEC. Là, on est sur un processus un peu inéluctable, de toute façon, qui va se produire. Donc, il faut essayer de trouver des solutions, quoi. Donc, quelles solutions ? Eh bien, là, dans les projets
projet qu'on est en train de monter avec les collègues, là, avec notre groupe de partenaires, eh bien, on a pensé, on n'est pas les premiers à y avoir pensé d'ailleurs, à développer la coculture avec les algues, parce que les algues, vous savez que ça fixe le CO2. Hein, donc, si on pouvait imaginer un système, alors en élevage de coculture avec des ormeaux, eh bien, il se pourrait que la présence des algues permette de faire diminuer le pH et donc permettre d'atténuer les effets de l'acidification océanique. Alors ça, bon, peut-être que ça peut marcher en système clos, en écloserie. Bon, par contre, en milieu naturel, c'est une autre paire de manches, ça va être un petit peu plus compliqué à traiter. Voilà, donc je crois que j'ai largement dépassé mon temps. Donc je voulais surtout remercier évidemment mes collègues et collaborateurs qui ont participé à ces travaux. Et puis vous remercier vous pour votre attention. Et puis désolé d'avoir dépassé un petit peu mon temps de parole. Et j'espère qu'on aura le temps quand même pour quelques questions. Merci. Merci Stéphanie. Et dommage que tu ne sois pas venue ici nous faire déguster quelques ormeaux. Oui, oui, je suis désolée. Je mis l'eau à la bouche là. Mais... je pouvais pas, mais oui. Mais peut-être que vous, en tout cas, j'ai cru comprendre qu'il y avait un partenariat, enfin que le partenariat incluait également une visite dans les stations. Donc, je ne sais pas si on dégustera des ormeaux, mais en tout cas, je vous en montrerai des vivants. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Je vais peut-être enlever le diaporama. Le micro qui marche. D'abord, merci pour la présentation très claire. La question que je me pose en tant que journaliste, c'est comment on sensibilise le grand public à l'ormeau. L'ormeau, ce n'est pas un produit, vous l'avez dit, qui est très grand public, justement, il n'est pas consommé par beaucoup de monde. Est-ce qu'il faut s'appuyer sur d'autres mollusques qui... voilà, est-ce que c'est que l'ormeau? Est-ce qu'il faut aller plus loin? Bon, alors, pour la sensibilisation grand public, en Bretagne, on n'a pas trop de soucis. Parce qu'en Bretagne, c'est un animal qui est très connu. C'est une espèce emblématique de Bretagne, une espèce patrimoniale. Les gens, en période de grande marée, la plupart des Bretons, enfin pas tous, mais beaucoup, vont en pêche à pied, vont chercher des ormeaux. La pêche est autorisée, la pêche récréative. Elle est réglementée, par contre. Donc, au niveau sensibilisation du public, en Bretagne, on n'a pas trop de problèmes. C'est en général un message qui passe bien et les gens en général connaissent pas très très bien la problématique du changement climatique, pas toujours, mais par contre comprennent bien les enjeux. Et puis les pêcheurs aussi, eux sont, enfin directement, on utilise nous dans nos travaux quand on fait des analyses de population, etc. On se base beaucoup sur des données d'observation des pêcheurs en fait. Les pêcheurs qui vont dire on est allé à tel endroit, il y avait beaucoup moins, ou alors il y avait beaucoup de coquilles vides, ou alors on a vu beaucoup de petits juvéniles. Donc ça c'est très très précieux pour nous. Donc, alors au niveau sensibilisation, donc plus largement, donc au-delà de la Bretagne, effectivement, dans les régions où l'ormeau, c'est vrai que ça parle pas toujours. Il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent les ormeaux. En dehors de la Bretagne, là on va, je dirais, élargir un petit peu le propos, parce que là ce dont je vous ai parlé, parce que c'est mon modèle, effectivement, j'ai un peu le nez dedans et je travaille dessus tous les jours. Ce que je vous ai dit sur l'ormeau, c'est valable aussi, à des différences près, d'un point de vue physiologique, comportement, etc. Mais c'est des choses qui sont transposables et qui ont été observées, qui ont fait l'objet de publications sur d'autres espèces, les moules, les huîtres, etc. Donc, quand je vous dis qu'on mesure déjà les effets de l'acidification océanique dans les exploitations ostréicoles aux États-Unis, voilà, c'est très très significatif et très, enfin, ça doit poser des questions pour le futur, parce que là, les activités aquacoles, c'est un enjeu économique extrêmement important. Donc, les moules, les huîtres, vous le savez, ça produit, c'est un marché économique, évidemment, qui est beaucoup plus important que l'ormeau, qui est un petit peu, l'ormeau, c'est une niche en France. Par contre, à l'échelle mondiale, il y a des pays, je vous ai montré une petite carte tout à l'heure, il y avait des ronds rouges dessus, en Asie, en Amérique du Nord, en Afrique du Sud. On a
a des pays qui sont des gros producteurs d'hormones, hein, et qui vont constituer donc des sources d'approvisionnement pour l'alimentation humaine qui ne sont pas négligeables. Donc, voilà, je ne sais pas si j'ai complètement répondu à votre question, mais voilà, ça touche aussi un certain nombre d'autres organismes. Donc, en général, quand on fait de la sensibilisation grand public, on parle de l'acidification d'une manière générale sur les organismes marins. Et là, on va parler des coraux, on va parler des mollusques, on va parler un petit peu des échinodermes, mais c'est pareil, les échinodermes, c'est un petit peu moins connu du grand public. Et donc, quand on va parler de l'impact de l'acidification sur un oursin, les gens ne vont pas toujours voir nécessairement quel va être l'impact vraiment concrètement pour eux dans leur vie de tous les jours, quoi. C'est au niveau des écosystèmes et des relations en fait, entre les organismes. Le côté affectif du public, c'est toujours intéressant parce que les coraux, c'est pareil, les gens ne les consomment pas. Oui. Dès qu'on en parle, ça intéresse beaucoup plus de gens. Alors, c'est le côté spectaculaire. C'est ça. Lui qui va jouer. Une question peut-être un peu plus générale. Qu'est-ce que vous pensez de la sensibilisation faite par les journalistes en général sur la question du réchauffement climatique? Eh bien, alors, de mon expérience, nous c'est vrai qu'on est… Alors, je ne vais pas dire que je suis habituée, hein, je ne suis pas, moi, une experte en vulgarisation scientifique, hein, je vous avoue. C'est un exercice auquel j'aime bien quand même me plier, mais je trouve qu'on est… on n'est pas tellement formé. Moi, je suis enseignante, hein, j'enseigne la biologie à la fac, voilà, pour des masters en bio, des licences, je fais de la biologie animale, voilà. Mais comme beaucoup de chercheurs, on n'est pas vraiment formé à ça, donc c'est pas toujours facile pour nous en fait d'avoir les outils en fait pour. Et c'est vrai que ce qu'a présenté tout à l'heure Monsieur Eric Guillardi et ces plateformes, ces ONG, je ne sais pas si c'est une ONG, l'Office, je ne sais plus, c'est des outils excessivement importants. Parce que nous aussi, là, il parlait des enseignants du secondaire, mais je pense que les enseignants aussi, les universitaires, on a besoin aussi en fait, de se nourrir en fait, de ce genre d'outils pour faire passer nos messages plus facilement. Moi en général, j'ai eu vous me demandez mon sentiment par rapport à ça et comment je voyais la diffusion et les relations avec les journalistes. Ça m'est arrivé de participer à des émissions du style La Terre au carré, etc., des choses comme ça. C'est pas toujours évident, surtout que ces dernières années, c'était toujours à distance. Et là, je regrette de ne pas pouvoir être présente en vrai, mais c'était un peu compliqué, hein, je ne suis pas à côté. Mais localement, on a un petit peu l'habitude, nous, on est pas mal en contact avec la presse locale, hein, je pense à Ouest France, le Télégramme, etc., qui va couvrir des fêtes et puis on organise souvent des fêtes de la science aussi à la station, qui nous permettent justement, et on sent que il y a une demande, en fait. Les gens ont besoin de comprendre ce qui se passe dans les labos, ce qu'on fait dans les labos et à quoi ça sert. Et quand on fait des fêtes de la science, mais c'est impressionnant le nombre de personnes qui défilent le samedi et le dimanche au point où c'est un peu difficile à gérer parce que les volontaires ne se bousculent pas au portillon, hein, parmi les chercheurs. Donc, en général, on a une petite poignée de volontaires à faire le boulot et c'est très, très intéressant, c'est très, très enrichissant. Et moi, quelquefois, voilà, pour vous dire vraiment le fond de ma pensée, pour avoir consacré du temps à des interviews journalistiques qui se sont traduites après par des articles de presse, il m'est arrivé parfois d'être un petit peu déçue par la retranscription qui avait été faite. Et du coup, j'avais la fois d'après, je ne me suis pas fait avoir, entre guillemets, hein, j'ai demandé aux journalistes, je lui ai dit, vous me faites relire le papier avant de le publier. Parce que quelquefois, et c'est normal, parce que vous n'êtes pas des spécialistes, donc il va y avoir des raccourcis ou des approximations un peu rapides, et parfois même des grosses bourdes. Et quelquefois, alors il y a les collègues qui disent « Ah, t'as vu ce qu'ils ont mis dans le journal ?» Et là, vous sentez mal parce que non, moi, j'ai pas dit ça, quoi. Donc voilà. Et je pense que ça, c'est une question de dialogue et puis de relation de confiance. C'est
en fait, je crois qu'on n'a pas l'habitude de travailler ensemble. En fait, je crois que c'est ça, tout simplement, parce qu'on est chacun dans nos spécialités, dans notre quotidien, être surchargé de choses à faire et quelquefois, on ne prend pas le temps d'approfondir et de communiquer sur ces sujets, alors que je pense qu'on peut trouver un langage commun. Moi, je serais intéressée d'avoir votre retour par rapport à ce que je vous ai présenté, là, la problématique, le contexte du changement climatique au début. Est-ce que pour vous, c'était pas trop ardu, pas trop, je sais pas, rasoir Mais franchement, hein, j'aimerais bien que vous me disiez votre sentiment, parce que c'est ça qui nous fait avancer et progresser, nous. Hein. Vous pouvez oser, hein. Il faut prendre le micro. Moi, je trouve ça depuis ce matin clair. Enfin, j'avais un petit peu peur, j'appréhendais la journée complète avec des scientifiques et des sujets très techniques. Et en fait, même en temps assez court, parce que finalement, vous avez été vite les uns les autres, vous avez présenté beaucoup de choses. Dans le déroulé, c'est plutôt fluide et vous avez posé des enjeux. Enfin, j'ai presque tout compris. Je ne sais pas pour les autres, mais c'est vachement intéressant. Bon, vous avez déjà les bases pour ouais. liste, quoi. Vous employez déjà des termes accessibles. Bon, merci. Hein, j'espère que ça aura été utile pour vous tous. Je n'ai pas tout entendu très distinctement parce que je vous entends pas bien. Mais moi, je pense que c'est des choses qu'il faut renouveler, puis peut-être intensifier les relations. Mais bon, j'ai l'impression que c'est en train de se faire là, grâce à François là, qui a démarré donc cette collaboration. C'est une très bonne initiative. J'espère qu'il n'y aura pas de moi. C'est ça. Oui. Ouais. Alors moi, j'avais une question pour revenir au sujet des ormeaux. Je suis normande, hein, et en Normandie, il y a aussi des ormeaux qui sont de plus en plus rares. Et la question que je voulais poser, c'est est-ce qu'on peut comparer avec d'autres organismes? Je sais que François, notamment, travaille sur l'huître plate. Est-ce que les phénomènes que vous observez pour les ormeaux se retrouvent également dans le cas d'autres organismes, d'autres êtres vivants comme les huîtres plates? Et est-ce que ces comparaisons pourraient permettre, par exemple, des processus de réintroduction dans des régions qui voient les populations originelles s'amoindrir et quasiment disparaître? Oui, tout à fait. C'est des questions très intéressantes là, que vous soulevez. Alors, première question par rapport à la comparaison avec les huîtres. L'huître plate. Alors, elles n'ont pas tout à fait, enfin, pas du tout même. Alors, le biotope est le même, hein, c'est la zone de balancement des marées. Par contre, l'ormeau, lui, il va être un petit peu plus profond, un petit peu plus bas. Hein. La zone de balancement des marais, vous voyez, c'est la zone qui est recouverte 2 fois par jour par la marée. L'ormeau, lui, il n'aime pas trop être émergé. Et c'est très rare, hein, si vous vous baladez sur la côte, de trouver des ormeaux comme ça sur les rochers. Alors que les huîtres, quand vous vous baladez, elles supportent très, très bien l'exondation. Et du coup, elles ont des adaptations, je pense, elles sont déjà extrêmement résistantes. Je pense à des diminutions de pH, à des augmentations de température, à des éclairements, à de l'assèchement, etc. Donc, les capacités physiologiques de l'huître et les performances, les capacités non physiologiques et de régulation ne sont pas tout à fait les mêmes que chez l'ormeau, même si c'est le même groupe. Bon, par contre, effectivement, les huîtres dans un milieu changeant et avec la diminution du pH, on va avoir des effets sur la coquille. Mais là, d'après les résultats, j'ai des collègues qui travaillent sur l'huître, qui ont pas mal bossé sur l'huître creuse, mais qui travaillent aussi sur l'huître plate à Brest, et qui ont montré que globalement, l'huître serait quand même plus résistante que les ormeaux. Ils ont fait en fait des gammes de pH, ils sont descendus très très bas, hein, jusqu'à 6, parce que j'ai pas précisé, hein, mais à 7, on n'est pas sur un pH acide, bien sûr. On dit que c'est plus acide. 8, on est sur du pH basique. 7, on est sur du pH neutre. Et on parle de pH acide quand on est en dessous de 7. Et heureusement, c'est pas dans les scénarios, parce que le scénario est suffisamment catastrophique comme ça. Donc là, on parle d'acidification en termes de diminution de pH. Donc, sur les huîtres, il y a
le même type, je dirais, de réponse, mais avec des amplitudes différentes et avec des points de bascule et des niveaux de pH qui ne vont pas être les mêmes. Donc l'huile va supporter une plus grande variation de pH et probablement aussi une plus grande variation de température. Donc ça, c'était pour les aspects comparatifs. Et après, votre deuxième question par rapport à la réintroduction, effectivement, pour les ormeaux en Normandie, il y a eu des mortalités massives parce que sur cette portion de côte de la Manche, il y a une élévation de température très, très nette qui a été relevée, qui est relevée déjà depuis grâce aux mesures qui sont faites régulièrement. Et par rapport à des populations qui vivent sur Molène ou l'île de Saint, donc à la pointe du Finistère, où on a une température relativement stable qui ne dépasse pas en général 17 degrés, les populations de Normandie, on va avoir des eaux de surface dont la température est en augmentation, et ça va favoriser, surtout en fin d'été, donc la température s'élève beaucoup, on va être au-delà de 19 degrés, et au-delà de 19 degrés, ça va favoriser l'émergence de pathogènes. Et du coup, on va avoir des mortalités indirectes. Ce n'est pas la température directement qui va tuer les ormeaux, mais souvent, ça va être une conjonction de facteurs, et en l'occurrence, ça va être des mortalités liées à des pathogènes, en particulier, j'ai parlé de virus, mais surtout des vibrillos, des bactéries, en fait. Donc là, je sais que moi, j'ai ma collègue, c'est Sabine Roussel, qui travaille au MBO, qui est spécialiste du comportement des ormeaux, et elle travaille beaucoup, donc en collaboration toujours avec notre apiculteur Alphonse Aliotis, sur la problématique de la réintroduction. Donc là, ils sont en train d'évaluer la qualité de différents sites, parce qu'avant de faire de la réintroduction, il faut bien connaître l'environnement. Donc il faut bien connaître les paramètres physico-chimiques de l'environnement. Est-ce qu'il y a des algues? Parce qu'il faut que l'ormeau ait un environnement propice. Est-ce qu'il y a déjà des ormeaux à cet endroit-là? Quelles sont les classes de taille? Donc c'est un travail préparatoire extrêmement important, en vue justement de faire de la réimplantation. Alors de la réimplantation de juvéniles d'ormeaux, c'est quelque chose qui est fait déjà en Australie et en Afrique du Sud, avec plus ou moins de succès en fonction des... Parce qu'en fait, la mortalité à cet âge-là, elle est très importante. On réimplante des petits animaux qui font moins d'un centimètre, souvent des petits juvéniles. Donc, ils ont des capacités de croissance extraordinaires, ils sont en pleine, j'allais dire, puberté. Par contre, ils sont aussi vulnérables. Donc, s'ils ne trouvent pas tout de suite les conditions, s'il y a une explosion de, je sais pas, de prédateurs, d'étoiles de mer, de poulpes qui arrivent, qui sont présents à ce moment-là, le succès de la réimplantation va être compromis. Donc il faut que les conditions... Donc ça, c'est des choses qui sont en cours, en fait, et qui sont en préparation, en tout cas. Donc pour essayer justement de trouver des solutions. Et puis, la réimplantation, il faut faire attention aussi, parce que d'un point de vue génétique, s'il y a des biologistes dans l'assistance, il ne faut pas faire de bêtises et faire attention à ce que le patrimoine génétique, qu'il reste une diversité génétique suffisante au sein des populations. Pour pas, parce que trop d'homogénéisation d'un point de vue génétique, après ça peut conduire justement à des échecs. Donc c'est toujours très, très délicat quand on introduit. De toute façon, c'est comme on introduit une espèce. C'est un peu les questions qui se posent aussi quand on introduit des espèces qui vont manger tel ravageur en milieu terrestre. Il y a toujours un compromis à trouver pour respecter aussi l'équilibre des écosystèmes. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Si, je pense que... Oui, non, je pense que c'est une très bonne réponse. Il n'y a pas de problème. Le biologiste dans la salle approuve. Et oui, sur les huîtres, toi, tu as des choses peut-être? Non, mais tout à fait ça. C'est-à-dire que quand on peut faire de la sélection de souches résistantes, sur des familles, d'ormeaux, d'huîtres, etc. Mais il faut préserver une diversité génétique. Et là, on apprend aussi des erreurs qui ont été faites justement en agriculture. Quand on a introduit massivement une variété, etc., et que les conditions changent, et d'un seul coup, on a tout qui se casse la gueule. La vigne, par exemple, il y a eu des problèmes.
hop, on introduit une variété et elle est sensible à un pathogène qui apparaît et d'un seul coup, on a une très forte mortalité. Donc, si on garde de la variété, de la diversité, on est plus résilient. Et donc, j'espère qu'on aura appris des leçons des échecs de l'agriculture pour ne pas faire la même chose en aquaculture ou en repeuplement. Parce que l'idée est un peu la même. Qu'on fasse de l'aquaculture ou du repeuplement, on va essayer de faire ça mieux. Mettons-le. Voilà. D'autres questions? On remercie Stéphanie. Merci beaucoup d'avoir Merci passé à du vous, temps en avec tout nous. cas. Voilà. Et puis ben, on te tiendra au courant de la suite, là, si on arrive à décider. Les étudiants à aller à Concarneau. Voilà. Les étudiants à venir à Concarneau. C'est ça. Vers le mois d'octobre, c'est vers le mois d'octobre. Octobre. Ouais. Octobre, on aura la fête de la science, je pense. Oui, je sais bien. Mais ça peut Je ne être. sais plus quelle date, mais c'est en octobre. C'est entre le 9 et le 16 ou quelque chose comme ça. Oui, c'est possible. D'accord, tu nous préviendras. Oui, oui. Merci encore. Merci. Au revoir. Merci à vous, je vais devoir vous quitter. Je vous remercie pour l'invitation et pour votre attention à tous. Et puis, au plaisir de pouvoir répondre ultérieurement à d'autres questions et débattre de ces sujets. C'est très intéressant. Merci à vous. Au revoir. Merci, au revoir.